L'histoire d'un peuple est un pilier fondamental de son identité et de son développement. La communauté de Batamariba, riche de son patrimoine architectural, culturel et spirituel, possède un héritage précieux qui mérite d'être mieux connu, préservé et transmis de génération en génération. Dans cet entretien, nous avons l'opportunité d'échanger avec un jeune archéologue au Tamari dont le travail contribue à mettre en lumière notre passé. À travers ces recherches et ces découvertes, nous chercherons à comprendre l'importance de l'archéologie pour notre communauté et comment la connaissance de notre histoire peut nous aider à construire un avenir plus fort et plus enraciné sur nos valeurs. Avec Dr Gérard Tidou Kouagou, notre échange nous permettra également de réfléchir aux défis de la préservation de notre patrimoine et aux moyens d'impliquer les jeunes dans la valorisation de notre culture. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau rendez-vous sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je me porte très bien. D'accord, ça va. Okay. Ça va. On va commencer par, je dirais, on dit souvent que c'est l'exercice le plus difficile. Présentez-vous pour nos auditeurs. Alors, moi je suis Tidou Kouagou Gérard, je suis docteur en archéologie et spécialiste de la métallurgie du fait. D'accord. Je suis associé de recherche plutôt à l'université Jean-Jaurès de Toulouse, où j'ai d'ailleurs mené mes études, et également enseignant, disons temporaire à l'université d'Abomey-Calavi, et précisément au département d'histoire et d'archéologie. D'accord. Nous sommes sur Carrefour du Koutamakou et c'est bien de vous entendre dire que vous êtes archéologue parce que, à ma connaissance, vous êtes le deuxième archéologue de la communauté. Bon, au sein de la communauté de je crois bien. Voilà. Je suis après le professeur Didier Nda, qui a été d'ailleurs mon directeur de thèse. Ah bon? Voilà. Ah mais ça c'est bien. C'est vrai, il a fait ma thèse en France. Ouais. Il faut dire que c'était dans le cadre d'une co-tutelle. Et donc il a assuré la co-direction pour ce qui concerne le côté béninois. D'accord. Et donc c'est lui qui m'a d'ailleurs encadré depuis la licence. Waouh. Voilà, mais ça c'est bien. Voilà. Puisqu'on parle souvent de la question de la relève et tout ça, je pense avoir deux archéologues comme ça qui travaillent ensemble, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est quoi votre spécialité? Je suis spécialiste de la métallurgie du fer, comme je l'ai dit. Vous savez, dans l'histoire, depuis la préhistoire, il y a plusieurs types de périodes. Il y a des périodes, donc on a la préhistoire, et donc on a une phase intermédiaire donc, entre la préhistoire et l'histoire, qui va donc jusqu'aux périodes subactuelles. Et donc c'est cette phase qui en Afrique est toujours difficile à reconstituer. D'accord. C'est la phase qu'on appelle la proto-histoire. Et donc c'est la phase des métaux, donc l'apparition des métaux. C'est-à-dire, vous savez, au cours de la préhistoire, l'homme avait un autre mode de vie, donc il devait le mettre dans la nature. Et donc il devait donc se servir de tout ce qu'il trouvait sur son passage pour pouvoir donc subvenir à ses besoins fondamentaux. Donc il devait donc avoir affaire à la cueillette, à la chasse et tout. Et donc pour pouvoir pour les raisons de survie. Mais à un moment donné, il commence pas, donc en ce moment il était nomade, donc il n'était pas en fait installé quelque part, donc il devait donc s'adapter. Mais à un moment donné, il commence à se sédentariser, ce qu'on appelle la période de la sédentarisation. Donc du fait qu'il commence à se sédentariser, et le mode de vie doit changer. Donc ce mode de vie, c'est qu'il devrait donc créer lui-même ses propres activités pour pouvoir donc s'adapter désormais à son mode de vie qui n'était plus donc le mode de vie de nomade qui menait au départ. Et donc c'est en ce moment que la métallurgie du fait commence par donc être une réalité, parce que ces personnes, c'est déjà devenu désormais sédentaires, devraient donc pratiquer l'agriculture qui faisait partie des principales activités de subsistance à l'époque. Donc c'est ainsi que la métallurgie du fer devient une activité qui compte pas être pratiquée par certains groupes, et donc pour pouvoir donc fabriquer les outils agrès et donc faire de l'agriculture. D'accord. Et donc vous travaillez sur la métallurgie. Sur la métallurgie du fer. Et tout à l'heure vous abordiez, ou bien vous parliez tantôt de vos travaux. Je rappelle, sur lesquels vous avez travaillé avec le professeur Didier Nda d'ailleurs. De façon exacte, quels sont les sites archéologiques sur lesquels vous avez travaillé?
D'accord. Il faut dire que c'est une activité et chaque activité qui a été pratiquée par l'homme au cours de son passage laisse toujours ce que les restes, on a toujours les restes de cette activité. Et donc si vous voyez par exemple une personne qui s'est installée à un endroit fixe et s'est déplacée, peut-être qu'il s'agit d'une installation temporaire ou permanente, c'est que quelques années après que la personne soit partie, on aura peut-être à retrouver les pans de mur qui restent et qui donc représentent la maison où a vécu cet individu. Oui. Et donc pour ce qui concerne principalement l'activité métallurgique, c'est que nous avons aujourd'hui dans la région de l'Atakware, pratiquement presque dans toutes les localités, les amas de scories. Les amas de scories, ce sont en fait les déchets issus de la réduction des minerais de fer. Et donc vous allez trouver ces cailloux, généralement on les appelle les cailloux. Même nous, quand j'étais tout petit, on pensait que c'était des cailloux noirs. Et donc certains vous diront même que c'est l'arc-en-ciel qui aurait accouché ou chié quelque part. Donc voilà, il y a des termes comme ça. Donc ce sont des cailloux noirs qui sont sont parfois des monticules. Donc selon le niveau de production du fer, donc vous allez avoir plusieurs groupes des amas de scories, donc avec des tailles variables. Et donc cela dépend du niveau de production et du niveau de destruction de celles-ci. Ce sont ces cailloux que nous voyons aujourd'hui. Mais ce sont des amas de scories qui sont en réalité les déchets issus de la réduction des minerais de fer. Et on en trouve beaucoup dans l'Atakware. Suffisamment. Et peut-être on va y revenir, mais sinon, en dehors de ces amas de scories, nous avons les fourneaux de réduction. Les fourneaux de réduction, je ne sais pas, je ne sais pas à quoi, mais c'est comme de petites cases, c'est comme de petites cases qu'on construit généralement, que vous allez rencontrer dans les brousses. Vous allez rencontrer dans les brousses. Et parfois, selon le niveau de destruction, il peut arriver qu'il ne reste que quelques pans, quelques parois. Donc, mais dans certaines zones actuellement dans la terre, vous avez des fourneaux encore en élévation. Et c'est la zone où la production du fer semble être récente. Donc, probablement récente, c'est la zone de Tukuntuna, le plus souvent. Et surtout dans les aires de la résistance de Kaba. Donc dans les zones de la résistance de Kaba, que ce soit Tukuntuna, dans la zone de Tandafa, Dataori, que ce soit du côté même de Tukuntuna, quand vous allez dans la zone de Kwarfa, on a suffisamment d'amas de scories, de haute taille, donc des fourneaux encore en élévation. Et il y a des puits de mine aussi, parce que j'ai dit, pour pouvoir donc avoir ces puits de mine, et les puits de mine, les minerais étaient obtenus en fait à partir des creusements. Donc ils faisaient donc des galeries. C'était des trous circulaires et qui leur permettaient donc de réduire, d'extraire ces minerais. Et donc dans certaines zones, vous allez voir qu'il y a des trous profonds, parfois de forme circulaire. Vous allez en rencontrer dans la brousse. Ce sont des trous de forme circulaire généralement. Et il peut arriver même qu'à l'intérieur, qu'on ait des galeries qui se joignent, qui peut partir d'un trou que, bon, généralement les gens les appellent tout, nous on les appelle les puits de minerais. Donc qui peut partir d'un puits de mine à un autre. C'était un travail dangereux dans la mesure où il pourrait arriver qu'il y ait des effondrements. C'est exactement ce qui se passe chez nous en communauté, en pays Tamari. Vous voyez la façon dont on creuse les tombes. Donc vous allez voir des puits de mine qui ont cette forme. Mais en fait, ils ne savent pas les tombes, mais ils savent plutôt des puits de mine où les gens exploitent des minerais pour les réductions. Voilà. Alors, et puisque vous parliez du pays Tamari, ces travaux que vous avez réalisés lors de votre thèse, quel lien, est-ce qu'on peut faire un lien entre ces travaux et notre communauté, c'est-à-dire la communauté des Bata-Mari, peut-être un lien avec notre histoire et tout ça. Oui, il faut dire, je venais de le dire, vous savez, les Bata-Maribais, ils sont venus dans un mouvement général. C'est-à-dire, leur arrivée dans l'Atakware s'inscrit dans le cadre d'un mouvement général. C'est un mouvement de population qui part donc, l'unanimité des chercheurs s'accordent sur la question. C'est que le peuplement part de la région ouest, qui est donc souvent vaguement située. Et donc les gens vous diront qu'ils sont venus de l'ouest sans pour autant vous dire de façon précise où est-ce qu'ils ont quitté. Mais toujours est-il qu'ils ont quitté une zone qu'ils considèrent qu'elle est au-delà de Loti. De Loti, donc probablement la zone du Gourma, donc qui regroupe donc toute la partie nord actuelle du Togo, donc du sud-est du Burkina Faso. Donc c'est de ces régions donc, que seraient venus donc, les Bata-Mari comme d'autres groupes de population.
Et donc, je le disais, vous savez, ce qui va se passer, ça, mes aînés l'ont certainement déjà dit, dans leur, que ce soit le projet Tiando, le projet Nda Didier, ils l'ont dit dans leurs différents travaux. Mais dans la partie ouest, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ, l'Afrique au sud du Sahara va connaître une période de sécheresse. Donc c'est une longue période de sécheresse. Donc, qui est donc caractérisée par une majoration climatique, donc, au cours de laquelle la zone était devenue pratiquement invivable. Et donc les populations, à la recherche des zones écologiques meilleures, vont commencer par descendre du côté est, et donc à la recherche donc, de ces zones. Et c'est ainsi que le peuplement va commencer à partir de la zone du Gourma. Donc, il ne compte pas peupler à partir de la zone du Gourma jusqu'à s'installer dans les régions montagneuses. Parce que quand il s'installe dans la zone du Gourma, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que autour du 8e, 9e siècle, la zone du Gourma va aussi connaître une période de péjoration climatique et devient donc une zone invivable. Et donc, les premières populations qui avaient quitté plus tôt, déjà au 3e siècle, on avait déjà les populations. Il faudrait que je le situe, puisque avec les recherches du professeur Didier Nda, tout ce qu'on savait, c'est que le peuplement de la région de la Takora remontait au 6e siècle. Donc, avec une période initiale qui se situe autour du 5e siècle. Mais avec les recherches que j'ai menées, les fouilles que j'ai réalisées, donc j'ai pu obtenir 10 dates radiocarbone qui nous envoient aujourd'hui vers le début du 3e siècle. Et donc on a des sites datés de 237 après Jésus-Christ. Autrement dit, à cette période-là, on était déjà installé. Autour du 3e siècle, c'est que toujours a été. Vous savez, les métallurgistes étaient toujours devant de la marche. Je dis, les gens doivent s'adapter à leur nouveau contexte parce qu'ils arrivent dans une zone et pour les raisons de survie, ils ne comptent pas donc pratiquer l'agriculture puisqu'ils étaient plus nomades. Ils avaient déjà quitté la période de la préhistoire. Et donc, au début du 3e siècle, la région de la Takora avait été déjà peuplée. D'accord. Il y avait déjà les premiers groupes de population. Leur identité réelle, difficile de le dire, mais il y avait déjà les populations, donc les métallurgistes, pour les raisons de prudence. Vous savez, les producteurs du fer ne sont pas les spécialistes de la forge-forcement, avec en tout cas l'état actuel de nos recherches. Actuellement, on sait que les Waba sont les producteurs du fer. Tout comme les Bertva, un groupe de Sushi Bertva, qui est aujourd'hui un groupe qui n'a plus une identité bien tranchée, qui de plus en plus a disparu. Elle a été assimilée par les Waba, donc voilà. Mais difficile de dire, est-ce que ces sites qu'on a identifiés qui datent donc de cette période appartiennent donc au premier groupe de Bertva. Donc dans ma thèse, je l'ai mis en hypothèse parce que vous savez, les enquêtes orales, on ne peut pas reculer jusqu'à... Donc voilà. Mais on sait quand même qu'il y avait des groupes qui étaient installés dans la région de la Takara au début du 3e siècle et qui ont pratiqué l'activité métallurgique. Les sites sont là et ont été datés de cette période. Et donc voilà, ce que j'expliquais au départ, c'est que quand ils sont arrivés dans la région, donc vers la fin du 9e siècle, quand la zone devient vivable du côté du Gourma, et aussi les crises sociopolitiques, notamment avec l'empire de Gao, les conflits entre l'empire de Gao et aussi la décadence de l'empire du Ghana. Donc l'insécurité commence par faire accélérer les mouvements de population. Donc c'est ainsi que vous voyez les Batamarés étaient déjà installés, commencent par s'installer dans la région de la Takora un peu avant le 9e siècle. Et donc leur mise en place est terminée autour du 14e siècle avec le site de Duquanten qui est daté autour du 14e siècle. Maintenant, ce que mes recherches apportent à l'historiographie de la région, c'est que, principalement du Koutama, c'est qu'on voit donc que c'est un peuple qui est arrivé pratiquement au cours de la même période que les autres et qui a eu donc à mener des activités dans une certaine complémentarité avec d'autres groupes de population. Et cette communauté, donc au Tamal dont je parle, a laissé donc des sites qui sont aujourd'hui visibles et qui peuvent être étudiés et qui peuvent être aussi valorisés. Donc ce sont des sites archéologiques qui représentent donc leurs premiers sites, donc leurs premiers sites d'installation. Voilà. Et c'est bien quand vous dites ça, donc il y avait cette complémentarité entre ces peuples-là qui faisaient mouvement. Bien sûr, bien sûr.
ce qu'on doit retenir dans le cas des activités métallurgiques, le forgeron ne sait pas forcément produire le fer. Donc, il y avait le groupe qui savait donc réduire les minerais de fer. Et quand il réduisait le minerai de fer, les loups de fer, ce qui est obtenu à la fin, on appelle ça la loupe de fer. Il y en a, je peux t'envoyer une photo, je peux t'envoyer ce que c'est que la loupe de fer. Donc, cette loupe de fer était échangée contre, c'était la période de troc. C'était la période de troc. Donc, c'était échangé contre soit des produits vivriers ou des animaux avec des communautés qui étaient à la fois donc, des forgerons. Et donc, les forgerons, donc il y a déjà une relation qui doit lier donc, les producteurs du fer et les forgerons. Parce que les producteurs du fer devraient se déplacer pour aller auprès soit auprès des forgerons qui devraient donc, pour pouvoir faire des échanges, ou les forgerons devraient, selon l'urgence qu'ils avaient, aller vers le fer. Ou carrément, il devrait y avoir des marchés. Il y en a des marchés de Cointien et qu'on sort là, c'est des marchés très anciens. Donc l'histoire, historiquement, c'est dit que dans ces marchés, il y avait donc les moments d'échange où les gens venaient exposer leur loupe de fer et les forgerons venaient acheter. Maintenant, l'autre niveau de complémentarité, c'est qu'il y a les producteurs du fer, il y a les forgerons, il y a les non-métallurgistes. C'est-à-dire c'est des groupes d'autres communautés qui à la fois ne savaient pas produire du fer et ne savaient pas aussi non plus le transformer. Donc ces communautés devraient pratiquer l'agriculture et donc avaient besoin des outils. Et donc devraient aussi aller vers les forgerons. Donc c'était toute une chaîne en fait. Et il y avait une certaine complémentarité entre les groupes. D'ailleurs, cette complémentarité a fait que il y a les peuples ont cohabité très bien, sans aucun problème, jusqu'en dehors dans chaque communauté, il y a toujours des moments de conflit. Et que peut-être la mémoire garde, mais toujours est-il que cela n'a pas pu en fait détruire le tissu social qui règne en fait entre ces communautés. Tout ce qui peut peut-être détruire ou est en train de détruire, et ce tissu, c'est peut-être la politique de plus en plus qui vient pour montrer peut-être que tel groupe est supérieur à l'autre. Mais ça, c'est un débat politique. Et peut-être avec ce que nous sommes en train de faire, la reconstruction de notre histoire, de notre identité que nous sommes en train de faire. Et nous croisons les doigts et nous espérons que les résultats de nos recherches contribueront à déconstruire donc, ces discours. Ah, mais c'est bien que vous abordiez cette question parce qu'on allait justement tomber là. Vous êtes archéologue, docteur, vous savez bien que dans l'opinion publique, dans l'opinion générale, vos travaux ne sont pas assez promus. On se demande bien à quoi ça sert tout ce travail-là. Voilà. Dites-nous aujourd'hui, le fait de nous ramener dans le passé, en quoi est-ce que ça renforce notre identité culturelle? Moi qui suis au Tamari. D'accord. Merci. Vous savez, l'Afrique, de manière générale, ce n'est pas le propre du Béninois, de gens de la Takora. Le problème, c'est au niveau des moyens. Vous voyez, moi, j'ai eu à faire ma thèse en France, à Toulouse. Et disons que mes recherches, à la fois mes études ont été financées par l'État français et ont été financées mes recherches de terrain ont été financées par l'État français. Donc, ce qui suppose que au niveau de mon propre pays, il n'y a pas de financement dédié à la recherche. OK? Et donc, après ma thèse, je bénéficiais de ces privilèges tout simplement parce que j'avais le statut de doctorat. Et donc, j'étudiais dans leur laboratoire. OK. Maintenant, après ma thèse, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends moi-même, parce que d'ailleurs, après, ta thèse n'est pas forcément intégrée, insérée. Donc, tu vas devoir passer une période de transition. Voilà, une période de transition, voilà. Et donc, tu n'as pas les moyens toi-même pour mener les recherches. Les recherches, ça a un coût. Cela a un coût. Donc, tu n'as pas les moyens pour mener les recherches. L'État, pour l'instant, ne s'investit pas trop dans la recherche, ne finance pas la recherche. De telle manière que les recherches que nous menons, nous restons au niveau fondamental. Les recherches menées, en tout cas, nous menons de la recherche fondamentale. Nous allons constater, nous écrivons l'histoire, nous disons que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a une phase. La phase qu'on n'arrive pas, là on n'arrive pas à dépasser, c'est de pouvoir dire, bon, ces recherches que nous avons donc menées et les résultats que nous avons obtenus peuvent être utilisés pour faire telle chose. Là, il faut aller dans l'action, dans la recherche-action. Et si aujourd'hui, l'archéologie est développée en Europe ou en Amérique, c'est parce que les gens ont de plus en plus dépassé l'étape de la recherche fondamentale.
Ils ne font pas la recherche fondamentale. Ils passent de la recherche fondamentale à la recherche action. Il faut aller dans l'action désormais. Et donc, les sites localisés, comme je viens de vous les décrire, doivent servir, doivent faire l'objet de mise en valeur. Et donc, pour la promotion du tourisme dans nos régions. Et donc, pour la socio-éducation, donc pour aussi contribuer à éduquer nos jeunes, pour qu'ils sachent en fait ce que les parents... Cette bravoure de leurs aïeux qui vont apprendre, qu'ils entendront parler, leur donnera un certain courage, un certain engouement même. Et donc une certaine persévérance. Et renforcera forcément leur identité. La fierté d'appartenir à tel groupe. Donc malheureusement, les recherches qui sont faites, même la jeune génération n'en a pas conscience, surtout que la plupart des jeunes ne lisent plus aujourd'hui. Donc parce qu'il faut lire. Est-ce que tous ces documents aussi sont accessibles? Il faut peut-être être soit proche de moi ou peut-être être vraiment quelqu'un de curieux pour pouvoir donc lire ces documents. Donc moi je pense que le problème qui est là, nous devons aller dans ce sens et aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous devez nous aider aussi, nous les chercher. Les résultats sont là et il s'agit des résultats concrets qui sont obtenus à partir d'une démarche méthodologique très rigoureuse. Mais ces recherches doivent servir en fait à quelque chose. Et c'est pourquoi nos commissions nationales de linguistique ou nos différentes mairies doivent donc aussi s'inviter là-dedans. Et à chaque fois qu'ils ont envie de faire quelque chose, d'associer les spécialistes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui dans la région, mais en général, les spécialistes ne sont pas associés. Parce que vous savez, l'histoire de la région peut être écrite, d'une région peut être écrite par tout le monde. Et le danger, c'est lorsqu'il est écrit, elle est écrite par des non-sachants. Donc finalement, on se retrouve, et c'est le problème aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur les mythes pour écrire notre histoire. Mais justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que notre patrimoine historique est menacé, selon vous, aujourd'hui? Oui, le patrimoine historique est menacé. Il est menacé dans la mesure où il y a beaucoup d'historiens qui n'ont pas de formation en histoire, mais qui veulent écrire l'histoire. Ce n'est pas grave. La volonté de faire aussi, c'est lié peut-être au fait que je venais de vous le dire, parce qu'il faut poursuivre les recherches. Puis nous, quand on finit la thèse, je sais que le professeur Nda, il a fini sa thèse, après il a écrit, il y a eu des articles et tout. Mais est-ce que si notre État finançait la recherche, donc je parie que c'est quelqu'un de très dévoué, de très déterminé, il serait peut-être tout le temps sur le terrain, en train de mener des fouilles, et donc de ces fouilles, et vont peut-être parler d'autres idées, notamment concevoir les plans de mise en valeur en associant les autres spécialistes. Donc notre identité, notre histoire et notre patrimoine historique est très menacé parce qu'à défaut de moyens pour les chercheurs d'aller bien faire des recherches, notre histoire est de plus en plus écrite par des non-sachants qui ne connaissent pas la méthodologie. Parce que chaque discipline a une méthodologie. Et l'histoire, ce n'est pas le récit des événements passés. Ah oui, l'histoire, ce n'est pas le récit des événements passés. Ça, c'est une erreur. C'est des erreurs que moi-même, j'ai répété ce truc même jusqu'en première année à l'université. Ce n'est pas le récit des événements passés. L'histoire, c'est une science qui, partant d'une démarche, peut reconstruire le passé des hommes. D'accord. Il faut parler d'une démarche. Lorsque je viens, par exemple, dans une localité, et on me dit que celui qui avait habité là est venu de telle région et a habité, il mangeait tel type d'animaux. Là, c'est une version. Moi, je ne peux pas prendre ça comme une version historique, comme une vérité. D'accord, moi, je poursuis des enquêtes. Donc, je collecte maintenant plusieurs versions et je traite les différentes versions et pour ressortir la version la plus plausible. Et c'est là l'archéologue, lui, va au-delà. L'archéologue dit, vous avez dit ceci, vous avez dit ça. Nous avons compris que la personne mangeait des animaux. Il vient positionner son taille pour voir s'il peut retrouver des ossements qui concernent ces animaux. Donc l'archéologue, lui, va beaucoup plus au détail. Et donc, on lui a indiqué que c'est autour de 1880. L'archéologue dit, d'accord, j'ai compris. Mais il pose son sondage pour trouver du charbon qui va dater au radiocarbone pour voir si réellement c'est cette période. Et c'est ce que nous faisons. Je le dis parce que, vous savez, avant les recherches du professeur Didier Nda, tout ce qu'on savait de l'histoire de la région de la Takora, c'est que le peuplement a commencé autour du XVIe siècle. Wow. Alors que le XVIe siècle, avec mes recherches, vous allez peut-être lire ma thèse, le XVIe siècle, le peuplement était déjà installé, c'est les derniers groupes de population. Wow. Puisque au XVIe siècle déjà, il y avait déjà les crises de palais dans la zone du Gourmand, donc les royaumes Mampoussi, Dagomba et Goumanché.
il y avait déjà des crises dans le Gourma. Et donc, les populations qui ne pouvaient pas se soumettre, il y avait des entités politiques. Vous savez, les peuples de la Takora sont des peuples qui ont une organisation non centralisée. Et donc, on se plaît dans ça, c'est très intéressant. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et je suis fier d'appartenir à cette région et donc à la communauté Tamari. Et donc, les gens avaient déjà quitté cette région. Ces royaumes existaient déjà au début du 15e siècle. Et donc, les crises qui ont opposé donc, ces différents palais, ces différentes entités politiques, avaient donc poussé des dernières populations qui ne voulaient plus, pour les raisons de sécurité, à venir à rejoindre les autres qui étaient déjà installés au niveau de la région de la Takora à la fin du 14e siècle. Je venais de le dire, le site de Dikwantini, le peuplement Tamari était déjà terminé au 14e siècle. Waouh! Et Dikwantini se trouve à Akwaba. Voilà. Akwaba. Donc, c'est pour dire qu'avant les recherches archéologiques du Dienda, tout ce qu'on savait, c'est que le peuplement ça a commencé au 16e siècle jusqu'au 19e siècle. Alors que déjà, la fin du 17e siècle, on commence par assister à 17e siècle, 18e siècle. Le peuplement était déjà là parce que c'est la période au cours de laquelle le royaume de Niki, qui était déjà organisé, commence à connaître son déclin, et donc avec une nouvelle réorganisation sociopolitique et socio-administrative qui aboutira à la création des chefferies provinciales telles que Kwandé et Birni. Et donc la création de ces chefferies provinciales va donc donner naissance à une période de razzia qui va être organisé par donc, les princes Ouattangara, donc les peuples communautés Tamari. Certainement, vous en entendez parler. Et donc, dire que le peuplement commence au 16e siècle, donc comment est-ce que ce peuplement déjà construit. Et vous imaginez, donc pendant des années, on a gardé cette version-là que le peuplement commence au... Le peuplement commençait déjà avec les recherches de Didier Nda au 6e siècle et avec les miennes qui sont les plus récentes, et donc le peuplement remonte au 3e siècle. C'est ce que nous devons retenir. D'accord, docteur. Alors, on allait en parler, mais justement, vous avez déjà abordé la question. Le pont, comment on fait le pont entre l'archéologie et le développement de notre communauté aujourd'hui? Parce que c'est une chance, moi je le pense, d'avoir aujourd'hui deux archéologues dans notre communauté. Alors, on fait comment ce pont aujourd'hui? Est-ce qu'il faut attendre l'État? Vous l'avez dit, l'État n'investit pas assez dans la recherche-action. On attend l'État, on fait comment? Au sein de notre communauté, qu'est-ce qui est faisable? Ce qui est faisable, je crois que nous avons déjà commencé quelque chose. Vous voyez, le site Koutama a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ça. Donc il faut saluer la bravoure du professeur Didier Nda qui s'est vraiment investi. Et donc la plupart ce dossier, il faut dire qu'il en a produit. Effectivement, on a eu le temps. Vous avez dû le voir sur le terrain, vous avez vu comment il s'est démerdé et tout. Donc c'est déjà quelque chose. Aujourd'hui, nous avons donc le Koutamanko inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est fini, c'est déjà un acquis. Donc tout ce qui nous reste, c'est de voir maintenant, prendre ce qui a été, ce qu'on nous a donné, ce joyau-là, pour le transformer et en fait c'est-à-dire voir un peu le côté économique, parce qu'il faut vivre aussi. C'est ça. Et je crois que la communauté en a besoin. Mais aussi en faisant aussi attention, c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut de temps en temps associer les spécialistes. Il faut faire en sorte qu'il ne s'agisse pas des mises en valeur dangereuses. Dangereuses en ce sens que le Koutamara a été inscrit sur la base de plusieurs critères. Donc il y a la son originalité, donc l'authenticité et donc l'intégrité. Oui. Donc si vous détruisez il y a le critère intégrité. Si à un moment donné ces différents critères ne sont plus respectés, les gens viennent faire des impressions, ces critères ne sont plus respectés, on risque d'être déclassé. Donc, il y a beaucoup de sections de cas. Donc, il faut éviter aussi les mises en valeur sauvages où on va prendre les trucs nouveaux pour venir. D'où la nécessité de toujours associer des spécialistes. Voilà. Maintenant, ce que les archéologues peuvent faire, moi je crois que c'est une affaire de nous tous. Mais ce que nous pouvons faire, on ne peut que le faire si on est associé, si on est invité. Mais généralement, vous savez, nous les chercheurs, les gens estiment que soit on parle trop, parce que nous on voit la démarche. Les gens veulent aller vite en fait. Oui.
Les gens veulent aller vite. Si vous m'amenez en tant que chercheur, moi je serai sûr, je vais vous mener, c'est un raisonnement concret en fait, c'est-à-dire qui part vraiment de concret, c'est-à-dire et je vous dirai par la suite ce qu'on peut faire pour avoir un résultat avec et pour un développement durable. Mais vous voyez, les gens ont envie de vite faire. Or, l'archéologue, en tant que scientifique, c'est toujours difficile pour nous de poser ou d'accompagner. Il y a une méthodologie. Il y a une méthodologie. Oui. Donc, ça fait que les gens peut-être peuvent avoir peur, alors que nous pouvons travailler ensemble. Vous savez, au niveau des mairies, chaque mairie a un service de patrimoine. Je ne sais pas si ce service fonctionne aujourd'hui. Si ce service ne fonctionne pas, c'est le moment pour que les différentes mairies essaient de voir comment faire fonctionner ces différentes sections. Ces sections peuvent donc contribuer à la promotion du tourisme, donc de toutes nos... D'abord, inventorier tout ce qu'on a comme potentiel touristique dans nos régions. Et en associant bien sûr les spécialistes. La chose se fait aujourd'hui. Par exemple, il y a une commune où, c'est vrai, ce n'est pas encore totalement ça, mais c'est la commune de Dobo, où quand il parle de sites métallurgiques, il y a de ça un mois, nous étions à Dobo avec les étudiants pour une sorte pédagogique, où le maire nous informait qu'il avait décaissé un montant donné pour donc valoriser un site métallurgique. Le site avait été valorisé. Quand tu entends le site des hommes à queue à Gundungi, dans la région de Dobo, le site est valorisé depuis des années. C'était pas ça, hein, c'est pas le fait qu'on n'associe pas les spécialistes. Mais de plus en plus, tu vois, il y a cet engouement où les gens ont envie vraiment de faire connaître leur histoire, mais aussi de promouvoir, de faire la mise en tourisme. C'est déjà, ce sont des actions déjà. Ça. Donc au niveau de nos mairies, il faut faire aussi fonctionner ces services où les mairies peuvent trouver des moyens. On n'est pas cher, on ne coûte rien, c'est juste, on vient, on aide notre communauté, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec eux pour donc faire connaître les différents sites archéologiques. Les sites dont je parle sont localisés, on les connaît de façon précise parce qu'ils ont des coordonnées géographiques. Donc j'ai des cartes, il y a des cartes qui ont été réalisées, donc tout est compte. Il n'y a rien de nouveau, tout ce qui est là, c'est venir les aider à concevoir un discours qui sera donc, qui servira aux différents guides pour qu'ils ne viennent pas raconter du n'importe quoi à chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Wow. Il faut dire les choses vraies aussi aux touristes. Ah, oui. Sinon, quand ils vont découvrir la vérité plus tard, ils sauront que vous les avez menti, c'est clair que vous ne les reverrez plus. Donc, avant qu'on ne sorte de cette discussion, je voudrais quand même, vous êtes jeune, docteur, archéologue, je voudrais quand même que vous me donniez vos impressions par rapport à la jeunesse de notre communauté. Alors, aujourd'hui, on est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est censé aller dans une direction donnée. Et comment est-ce que vous voyez la jeunesse de notre communauté par rapport à cela? Bon, je crois que la jeunesse aussi, moi j'ai échangé plusieurs fois avec les jeunes comme moi. Et comme toi d'ailleurs, ah, tu vois. Donc oui, quand je te vois vraiment, voilà, de voir il y a cette soif en fait de faire connaître l'identité, donc l'histoire de la région, de faire tout ce que nous avons comme potentialité, ce que nous avons comme patrimoine, comme riche patrimoine. Donc, quand tu parles de jeunes, je crois que tu as fait aussi partie. Absolument. Donc, c'est déjà un début. Je tiens à te remercier pour l'effort que tu fais. Merci beaucoup. Et pour qu'on se retrouve tant pour parler de notre communauté, de notre région et tout. Et la jeunesse, elle est déterminée aussi, mais avec le manque de moyens, comme je venais de le dire. Oui. Mais on dit toujours, quand on a des idées, quand on a envie, on a qu'on appelle vouloir, c'est pouvoir. C'est pouvoir. Voilà, donc je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, et là où je vais peut-être inviter la jeunesse, c'est la résilience. Il faut être résilient parce que pour pouvoir commencer aujourd'hui et essayer même pour faire la recherche, ce n'est pas facile. C'est vrai, j'ai quitté mon pays pour aller faire la thèse d'enfant, mais ce n'était pas aussi rose. Je suis le seul. Parfois, c'est l'isolement. Il faut ce courage de commencer, d'essayer et de persévérer avec toutes les difficultés que cela implique. Donc, je pense que je vais inviter la jeunesse à commencer à s'intéresser à l'histoire de notre communauté, de notre région, de notre riche patrimoine et à se faire former comme cela se doit. Et ça dit, chaque fois qu'ils entendront parler d'une conférence, d'un séminaire où on parle de l'histoire, où on parle de l'archéologie, où on parle du patrimoine, il faut qu'ils y aillent parce que ça, c'est des occasions
que vous aurez toujours de bonnes idées. C'est ça. Et je parie que là où tu as dû étudier, faire une filière, et certainement après la filière, si tu devais te contenter donc de cette formation de base, c'est que c'est clair que tu n'étais pas sorti pour aller à des rencontres, rencontrer d'autres personnes. Rencontrer, échanger avec les gens. C'est sûr que tu n'aurais pas eu des idées innovantes telles que tu... Donc c'est d'inviter vraiment la jeunesse à être beaucoup plus curieuse, déterminée et vraiment résiliente, parce que c'est... La résilience, c'est vraiment... Oui, parce que ce n'est pas facile. Quand vous commencez, c'est quelque chose, mais à un moment donné, on a envie d'abandonner. Et parfois, sans même énergie, vous devez dire, je n'abandonne pas, je dois tenir. C'est très important. Docteur, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Un mot de fin, peut-être? Non, un mot de fin, c'est de te remercier une fois encore pour l'occasion que tu m'offres et de remercier toutes ces personnes, donc, parce que je sais que tu te débrouilles, et donc de remercier toutes ces personnes de près ou de loin qui essaient de t'accompagner afin que tu sois toujours disponible pour faire revivre cette histoire de la communauté Tamari. Et ce que je vais dire, et on en a parlé, mais je voudrais insister là-dessus. Nous avons, notre histoire est en train d'être écrite, les sites archéologiques sont connus, mais il faudrait qu'on aille vraiment dans le sens de la valorisation de ces sites, la valorisation de cette histoire. Aller dans la recherche-action, nous sommes là, et les jeunes qui voudraient se faire former, que ce soit en archéologie, en histoire, qu'ils aient tout le courage de nous approcher et de discuter. Et moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Juste m'approcher et puis on en discute. Waouh! Merci d'avoir été disponible pour échanger avec nous, partager avec nous vos connaissances et vos travaux. On va certainement se revoir peut-être une autre fois dans le sens de la valorisation de ces sites. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Je reste disponible de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. C'était pour moi un plaisir de recevoir le docteur Gérard Tidou Kouagou, avec qui nous avons échangé sur ses travaux. Il est archéologue, sur ses travaux de thèse et aussi qui a partagé avec nous ses connaissances sur notre histoire. Nous espérons et nous restons optimistes que cette histoire, on pourra la valoriser, et vous avez entendu l'appel qu'il a lancé à la jeune génération. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Il est très disponible. Je sais que vous allez le retrouver très bientôt pour d'autres discussions. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien.